Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Aujourd'hui, nous avons la chance, bien que nous soyons dans la période estivale et que certains soient en vacances, pour ceux qui ont cette chance-là, de recevoir Jacques Sapir. Et vous allez voir, l'émission est extrêmement dense. Eh bien, on a d'abord la guerre en Ukraine, qui, comme nous l'avions prévu, tourne à l'avantage très très net de la Russie, contrairement à ce qui se dit sur les plateaux de télévision qui minimisent les avancées russes sur le terrain, considérant qu'elles sont faibles, mais ne se rendant pas compte de l'effet principal qui est l'attrition, c'est-à-dire la destruction du matériel ukrainien et de ces soldats. Quasiment tous les chars Abrams ne roulent plus, les 2 tiers des chars Léopard sont détruits. On parle de 600 000, 700 000 morts minimum côté ukrainien, y compris de la part d'ONG occidentales, 300 000 déserteurs. On est arrivé au point dur, risque d'effondrement, et notre hypothèse de travail pourrait s'avérer exacte, à savoir que Donald Trump, avec ses 50 jours, eh bien, en fait, laisse le champ libre à la Russie, ayant passé un accord ailleurs. Pour en finir avec l'Ukraine, nous abordons donc l'éventuel remplacement de Zelensky par quelqu'un d'autre, peut-être Zaloujny, dans un contexte de crise politique à l'intérieur de l'Ukraine, avec eh bien, une attaque de Zelensky contre les agences de lutte contre la corruption aux grandes dames des États-Unis et de l'Union européenne, et des manifestations qui ressemblent à s'y méprendre à celles de Maïdan, spontanées au début, avec des mamans et des enfants de soldats sur le front dégoûtés de cette décision de Zelensky, et puis rapidement rejoint le 24 juillet par des militaires cagoulés, des unités d'Azov. Est-ce le prélude d'un régime change favorable à quelqu'un qui permettrait à Donald Trump de dire que c'est une zone de chaos et qu'ils ne vont plus soutenir l'Ukraine? C'est à suivre. En tout cas, vous allez voir ce qu'en dit Jacques Sapir. Bien sûr, on parle également du 18e paquet de sanctions imposé par l'Union européenne à la Russie et qui visiblement ne fait pas effet, puisque Jacques Sapir nous explique que l'inflation russe baisse et que même les taux directeurs de la Banque centrale baissent à la demande des entreprises pour encore plus relancer l'économie russe. On va parler également de la situation en France, difficile situation en France, et Jacques Sapir revient sur le fait que cette histoire de supprimer 2 jours de congé eh bien, est une farce qui ne correspond à aucune réalité économique, et que Bayrou et évidemment Macron cachent très très mal les très grandes difficultés financières dans lesquelles se trouve notre pays et les Français, qui vont subir de facto une baisse de salaire, un ralentissement de l'économie, et que les déficits budgétaires vont être très très difficiles à tenir, au point où on peut se demander, en tout cas Jacques Sapir se demande, si le consentement à l'impôt ne va pas s'effriter alors qu'il est un des meilleurs en France. C'est pour ça qu'on nous prête de l'argent, et que eh bien, les Français, qu'ils s'appellent Nicolas, Karim, Stéphane, Georges ou Pedro, eh bien, pourraient en avoir marre de continuer à payer des impôts dans un contexte de nullité du gouvernement. Est-ce qu'il y aura une révolte fiscale? C'est la question qui se pose, et vous allez voir pourquoi. On y va. Bonjour Jacques. Bonjour Georges. De venir sur Fréquence Populaire. Tu as contribué dont tu as contribué au succès, puisque nous avons maintenant les 100 000 abonnés, et on continue vers les 250 000 maintenant, c'est le prochain objectif. Et donc tu viens nous voir en ce fin de mois de juillet, alors que nous sommes, et tu es, tout le monde, ceux qui ont la possibilité, sont un peu en vacances, pour nous parler des très nombreux événements qui se produisent actuellement en France. Et pour eh bien, on pourrait parler de notre mère patrie, la France. Tu as vivement réagi sur Twitter aux propositions du Premier ministre, M. Bayrou, qui se propose de faire travailler un peu plus tous ces feignants de Français en supprimant des jours de congé, car bien évidemment, ils travailleraient moins que tous les autres, et que le problème eh bien, des déficits viendrait sûrement de là. Bon, tu as trouvé ça, si j'ai bien compris, assez agaçant, comme nous tous.
Et pourquoi exactement? Alors, c'est agaçant parce que c'est à la fois un mensonge et un manque de compréhension absolument totale de l'économie. Alors, un mensonge. Les Français travaillent 10% de plus que les Allemands. Les Allemands qui travaillent sont sur une durée du travail de 1340 heures par semaine et les Français sont autour de 1480 heures par semaine. Ce sont les chiffres de l'OCDE qui eux-mêmes viennent des chiffres de l'INSEE et d'Eurostat. Bon, c'est pas contestable. Donc en réalité, les Français qui travaillent, et ça c'est un point important. Par année, je veux dire. Oui, par année. Ils travaillent, c'est le temps de travail par année. Donc les Français qui travaillent par année, en dépit du fait qu'il y a, c'est vrai, plus de jours de congé en France qu'en Allemagne, travaillent plus que les Allemands. Donc, ce qui veut dire traiter les Français de feignants, c'est complètement faux. Après, il y a un problème, mais ce problème s'appelle le chômage. Évidemment, si on prend cette fois-ci le total des heures de travail sur l'ensemble de la population active, et je rappelle que le concept de la population active, c'est des gens qui travaillent plus les chômeurs, c'est un point très important. Comme l'Allemagne n'a que 3,5% de chômeurs et que nous en avons 7,4%, évidemment, sur le total, il y a moins de travail en France qu'en Allemagne. Mais la cause, c'est le chômage. Et donc, ça pose la question de savoir pourquoi y a-t-il autant de chômeurs en France. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, prenons cette fois-ci la question sous l'angle macroéconomique. Alors, dire il faut que vous travaillez plus, très bien. Donc ça veut dire qu'on va produire plus. Si on produit plus, il faut qu'on vende plus. Or, justement, on ne peut pas vendre plus. Pour toute une série de raisons. La première raison, c'est la surévaluation des produits français, qui est très largement due à l'existence de l'euro. Et donc, si nos produits ne trouvent pas preneur, ça ne fera pas de PIB. Parce que je rappelle que pour qu'un produit produise du PIB, il faut qu'il soit vendu. S'il reste sur une étagère ou dans un entrepôt, ben non, il ne produit pas de PIB. Donc c'est aussi là une contradiction extrêmement importante. En réalité, l'erreur profonde de Bayrou, et puis au-delà de Bayrou, de tous ces imbéciles comme Alain Minc, etc., qui se répandent sur les grands médias. Bon, l'erreur qu'ils font, c'est quand on avait un problème dans les années 60 et dans les années 70, un problème de l'ordre du problème que l'on a actuellement, et que l'on voulait augmenter le PIB. Qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on dévaluait. Parce que oui, c'est vrai, une dévaluation, ça augmente la compétitivité de nos produits, et à ce moment-là, mécaniquement, on produisait plus, puisque l'on avait plus de demandes, ou disons qu'il y avait plus de gens qui s'intéressaient à nos produits. Je rappelle quand même que ces mêmes gens qui nous cassent les pieds avec l'ancienne les Français ne travaillent pas assez, seraient les premiers à dire « Ah oui, mais la France est un pays ouvert », ce qui est absolument vrai. La France est une économie ouverte. Elle l'était déjà, d'ailleurs, il faut le dire, dans les années 60 et dans les années 70. Hein, c'est pas une nouveauté. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire être une économie ouverte ? Ça veut dire que les ventes de produits sur le marché français doivent être compétitives face aux importations étrangères, et les ventes de produits français à l'international doivent être compétitives par rapport aux produits étrangers. Donc, on voit bien que le problème numéro 1, c'est la compétitivité. Et la compétitivité, on le sait, c'est à 75-80% la compétitivité prix, c'est-à-dire que pour une qualité donnée, est-ce que le produit est acceptable par le marché ou est-ce qu'il est trop cher ?
par rapport aux offres concurrentes. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est vrai, mais qui joue entre 20 et 25%, pas plus, c'est la question de l'adaptation technique du produit. Bon, par exemple, on pourrait avoir l'industrie de la calèche à cheval la plus performante du monde. Comme tout le monde voudrait des automobiles, on ne vendrait pas beaucoup de calèches à cheval. Bien. Okay. Donc, il faut qu'il y ait aussi une adéquation entre la qualité technique du produit et les demandes globales du marché. C'est tout à fait vrai, mais ça reste très inférieur à la question de la compétitivité prix. D'autant plus que de nombreux produits que produit l'industrie française, hors évidemment les secteurs de l'aéronautique, bon, etc., ce sont des produits qui sont situés plutôt en milieu et bas de gamme. C'est pas un problème, parce qu'il y a une demande extrêmement importante en Europe pour des produits milieu et bas de gamme, parce que le consommateur européen s'appauvrit, il faut le dire en tant que tel, d'où le succès d'ailleurs de chaînes de distribution comme Lidl, bon, etc. Mais donc, ça veut dire que ce produit, il faut le vendre à un prix qui soit compétitif. Donc, tout ceci veut dire que, en réalité, qu'est-ce que veulent faire tous ces braves gens? Quand je dis braves, c'est avec évidemment des guillemets. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent en réalité baisser le salaire des Français. C'est la même chose, par exemple, pour la suppression éventuelle de 2 jours de congé. Bien. 2 jours de congé qui ne seraient pas répercutés dans le salaire mensuel, ça provoquerait mécaniquement une baisse du salaire mensuel. Bien. Mais si on joue à ce petit jeu, compte tenu du fait qu'en France, le PIB est très lié à la consommation, bon, l'OFCE a fait de nombreuses études, dans mon centre de recherche, on a fait une étude de corrélation entre la croissance de la consommation, enfin entre les mouvements de la consommation et les mouvements du PIB, et on voit qu'il y a un degré de corrélation extrêmement élevé. Et bien, à ce moment-là, on va faire baisser le PIB. Donc, si tu veux, c'est à la fois faux factuellement, parce que en termes de temps de travail annuel par personne qui travaille, nous sommes au-dessus des Allemands, ça c'est le premier point. C'est stupide économiquement, et je pèse mes mots. Par exemple, si un de mes anciens étudiants de deuxième année à Nanterre avait sorti ce journée d'ancienneté, il se serait ramassé une très 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 mauvaise note à son partiel. Bon, et surtout, c'est complètement incohérent par rapport à ce que l'on veut faire. En réalité, ce qui se passe, c'est que je suis persuadé qu'un bon nombre de ces gens sont parfaitement au courant de ce que l'euro plombe l'économie française depuis une vingtaine d'années. Il suffit pour cela de lire les documents que produit le Fonds monétaire international. Le document pour 2025 sera produit très probablement, ou il est peut-être même sorti, je ne suis pas allé voir sur le site depuis quelques jours, il était déjà même sorti. Ça s'appelle les External Sector Reports. Et là, on voit que par rapport au taux de change réel, chose importante, c'est-à-dire incluant les effets d'inflation, etc. Bon, au taux de change réel effectif, l'Allemagne est dépréciée de 6 à 7% par rapport à l'euro, et nous sommes, surévalués d'environ 10-12%. Ce qui veut dire que l'écart d'appréciation entre la France et l'Allemagne, je prends l'Allemagne parce que l'Allemagne est quand même le premier client de l'économie française, hein, l'écart entre nos deux économies doit être entre 15 et 18%. Ben oui, et ça, classiquement, hein, dans les années 60 et dans les années 70, ça se traitait par une dévaluation. Rappelons que c'est ce que fit le général de Gaulle quand il arrive au pouvoir en 1958. Il n'est même pas encore président. À l'époque, je rappelle, il commence par être Premier ministre de la Ve République. Il sera le dernier Premier ministre, ou président du Conseil, plus exactement, de la Ve République. Il fait une dévaluation massive en 2 temps.
Il dévalue une première fois de 10%, et quelques mois après, il dévalue une deuxième fois de 10%, donc presque 20% de dévaluation. Bon. Et ça a été la même chose après 1968. Après 1968, la France a eu un problème de balance commerciale et de balance des paiements. On a dévalué massivement, et ça a très bien fonctionné. À preuve que entre cette dévaluation et la crise pétrolière d'octobre 1973, la France a les taux de croissance les plus élevés de l'Europe. On est nettement au-dessus des taux de croissance allemands, et qui a même un institut de prospective américain, le fameux institut d'Herman Kahn, qui prévoyait que la France allait, dans les 15 ans de l'avenir, c'est-à-dire, bon, grosso modo, en 1985-1990, allait dépasser le Japon comme économie. Bon, donc, on voit bien que c'est le problème de la compétitivité prix, un problème qui ne peut être réglé que par une dévaluation, parce que tous les pays qui ont cherché à faire ce qu'on appelle une dévaluation interne, de baisser leurs salaires et de baisser les pensions, se sont retrouvés avec de telles baisses de consommation que ça a, d'une certaine manière, annulé les effets de cette dévaluation qu'on appelle à ce moment-là interne. Bien, donc, c'est ça la réponse. Alors, que politiquement, on ne veuille pas toucher à l'euro, c'est quelque chose que je conçois parfaitement, et je le sais très bien. Il ne faut pas demander à Emmanuel Macron de penser à une sortie de l'euro, ni à François Bayrou, qui est un eurolâtre acharné. Bon, mais à ce moment-là, qu'ils ne disent pas que la solution, c'est d'augmenter le temps de travail. Parce que si on augmente le temps de travail et qu'on ne peut pas vendre plus, eh bien, ça n'aura servi strictement à rien. Et donc, dès lors, on se retrouve dans une situation très compliquée. Mais par contre, nous as donné une bonne nouvelle, Jacques, je suis très content, à tous ceux qui nous écouteraient et qui ont eu une mauvaise note lors leurs partiels avec monsieur Jacques Sapir, professeur d'économie. Rassurez-vous, vous pouvez traverser la rue et on pourra vous embaucher quelque part, chez Bayrou ou chez Macron. Vous avez toute votre place, visiblement. Comme vous n'avez pas bien étudié, c'est là où vous devez aller. Donc oui, donc baisse des salaires des Français, on n'est franchement pas dans une logique d'économie keynésienne. Et si je comprends bien, tout ça s'aggrave par une annonce eh bien, d'augmentation du budget des armées, ce sera 6 milliards. Et puis on a 6 milliards qu'on doit payer à l'UE, hein, si j'ai bien compris. De plus, 6 milliards de plus. De plus. Donc, qui s'inscrivent dans le plan de relance que maintenant il faut rembourser. Voilà. Et donc, ça tombe à un moment idéal. Ça va pas être terrible pour la rentrée en termes de réalisation de ce budget qui va être très compliqué, ni de l'économie en général, puisque ce qu'on prend, oui, parce que les impôts vont augmenter, c'est ça, je ne trouvais plus mes mots. Monsieur Charles de Courson a dit cette semaine sur Europe 1 que le gros des 43 milliards que veut trouver Bayrou, eh ben, il va le trouver sur le dos des Français, entre autres par une augmentation des prélèvements obligatoires de environ 15 milliards. Donc tout ça s'ajoutant les uns aux autres, c'est encore moins dans l'économie, et donc dans un contexte où les PME ferment à un niveau historique, ça annonce pas vraiment une rentrée économique très joyeuse. Oui, alors, il faut toujours rappeler deux choses. Tout d'abord, ces dépenses supplémentaires, que ce soit pour l'Union européenne ou que ce soit pour le ministère de la Défense, sont des dépenses en fait très faibles par rapport au point de PIB. Je rappelle qu'actuellement, le point de PIB doit être autour de 28 milliards d'euros. Et donc, on voit bien que 6 milliards pour la défense ou 6 milliards supplémentaires pour l'Union européenne, bon, même si on met les deux ensemble, ça représente moins de 0,5% du PIB. Donc ça, mais après, le problème qui se pose,
nous avons eu l'année dernière un déficit budgétaire extraordinairement important, de l'ordre de 5,4%. Alors, comme aujourd'hui, l'État ne peut plus, depuis la loi de 1973 en réalité, mais surtout depuis je dirais les mécanismes préparatoires à la création de l'euro, ne peut plus vendre sa dette à la Banque de France, à la Banque centrale française, oui, avoir un déficit de l'ordre de 5 à 6%, c'est un problème. Ça, c'est vrai, et de ce point de vue-là, autant un déficit de 3 à 3,5% ne pose pas vraiment de problème, quand on passe au-dessus de 5, voire de 6%, oui, ça pose un véritable problème. Bien. Donc, c'est clair qu'il faut chercher des économies ou des recettes supplémentaires. C'est les deux seules manières de faire baisser le déficit. Bon, admettons que Bayrou veuille faire baisser le déficit de 2 points de PIB, c'est-à-dire le ramener des 5,4% autour de 3%, 2 points de PIB, c'est 56 milliards d'euros. Bon. Ces 56 milliards d'euros, les chercher à nouveau par des recettes, ça pose quand même problème. Ça pose problème tout simplement parce que aujourd'hui, le taux d'imposition en France est très élevé et à un moment donné va se poser la question du consentement à l'impôt. D'autant plus que l'imposition en France se concentre sur les classes moyennes. Les gens très pauvres, alors bien sûr qu'ils payent des impôts. Quand on dit que les pauvres ne payent pas d'impôts, c'est faux. Les pauvres payent des impôts par la TVA. En réalité. Bon. Mais les impôts directs, l'impôt sur les revenus des personnes physiques, l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle en économie l'IRPP, eh bien oui, il ne concerne en réalité que la classe moyenne parce que, à l'autre bout de l'échelle, les gens très riches ont les moyens de faire de l'optimisation fiscale, en sachant que les cabinets qui s'occupent d'optimisation fiscale n'acceptent de gérer que ce soit la fortune ou que ce soit les revenus, que quand cette fortune ou ces revenus atteignent un certain niveau. Bah oui, parce que comme ils prennent une commission là-dessus et ils n'ont pas envie de s'embêter avec des petites commissions, on voit bien le mécanisme. Bon, donc, ok, il y a là un problème réel. Maintenant, regardons dans les dépenses. Quelles sont les dépenses les plus importantes? C'est clairement aujourd'hui le soutien aux entreprises. Il y a un rapport qui a été fait au Sénat par un sénateur communiste, M. Gay, et il établit autour de 211 milliards d'euros le coût pour le budget du soutien aux entreprises, en sachant que ce coût est en partie des remises d'impôts. Ce n'est pas de l'argent que l'on donne en tant que tel, grosso modo, c'est pas le gouvernement français qui fait un chèque aux entreprises, mais qui dit aux entreprises, vous ne payez pas ces impôts-là, ou vous payez moins que vous ne devriez payer, et donc au total, on arrive à 211 milliards d'euros. Bon. Il faut voir quels sont les impôts qui ont été abaissés pour les entreprises depuis la création de l'euro. Et c'est là où on voit tout le problème. Prenons par exemple le CICE. Le CICE, qui était un mécanisme d'aide aux entreprises et qui a été intégré dans le budget. Maintenant, le CICE ne fait plus partie de l'extra-budgétaire, il est désormais dans l'intra-budgétaire. Bon. Le CICE qui coûte très cher et qui coûte plus de 45 milliards d'euros par an, il a été fait explicitement pour compenser les effets de l'euro. Ça a été dit d'ailleurs par le créateur du CICE, enfin, le créateur intellectuel, qui avait fait un rapport et qui avait dit la production française est pénalisée par rapport aux productions des autres pays européens parce que avec l'euro, nous nous trouvons dans un état de surévaluation. Il faut donc aider les entreprises. Alors, que cette aide ne soit pas très efficace, c'est un autre domaine parce qu'elle est probablement mal calculée. Bref.
Mais ça veut dire qu'on ne peut toucher à une partie de ces 211 milliards que si on sort de l'euro et que si on déprécie. Alors évidemment, si admettons que la France retrouve le franc et déprécie le franc par rapport à son niveau, au niveau de l'euro, de 20 à 25%. Ah oui, là, il y a une grosse partie des aides aux entreprises qui ne sont plus nécessaires. Donc, il n'est plus nécessaire de leur faire ces remises d'impôts. Et si elles doivent payer ce qu'elles devraient payer normalement, peut-être même un petit peu moins, allez, bon, on gagne facilement une centaine de milliards d'euros. Autrement dit, presque le double de ce que l'on veut économiser. Donc, c'est ça aussi le parti du problème. Voilà. C'est, oui, en 3,8 points, bon, etc. Bon. Donc, c'est ça le problème. Et en réalité, le gouvernement Bayrou et les gouvernements qui l'ont précédé, hein, parce que Bayrou n'arrive qu'en bout de chaîne, hein, même s'il a une responsabilité intellectuelle dans cette situation, à cause de son soutien aux mécanismes européens et à l'euro, ça c'est un autre problème. Mais en tant que Premier ministre, il n'a qu'une responsabilité résiduelle. Ça vient quand même de gens avant lui, de François Hollande au départ. Hein. Il faut quand même rappeler que le premier qui a largement insisté à ces aides aux entreprises, c'est François Hollande, qui d'ailleurs m'avait consulté avec François Villain, l'ancien directeur du Figaro, au début de son mandat, en 2012, sur la question de l'euro. Et on peut dire très clair, c'est qu'on lui a présenté le dossier, et lui, il a préféré conserver l'euro et mettre en place des mécanismes qui devaient rétablir la compétitivité, bon, et dont on a vu qu'ils n'ont pas réussi à rétablir cette compétitivité, et qui nous coûtent, pour le coup, extrêmement cher. Bon. Donc, puisque on est dans cette situation-là, ben, très clairement, on ne peut que jouer à la marge. Parce que si on joue trop sur les impôts, il va se provoquer à un moment donné une forme de rupture du consentement à l'impôt. Je regarde avec une certaine inquiétude le mouvement Nicolas Pera, parce que il pourrait être l'annonciateur de cette révolte fiscale. Vieille tradition en France. Hein. Les révoltes fiscales, ça remonte au règne de Louis XIII. Hein. En fait, bon, ou alors de jouer sur des réductions de dépenses sociales. Alors, moi, j'ai pas de tabou que l'on fasse un audit des dépenses sociales. Me semble tout à fait nécessaire. Il y a très certainement des choses qui sont à la fois excessives, mal gérées, inefficaces. Par exemple, l'aide à la rénovation des logements, aux rénovations thermiques, il y a un rapport qui vient d'être fait et qui montre que c'est atrocement inefficace. Bon, c'est un problème. Sur les aides sociales, il y a évidemment de la fraude. Bon, combien? Pour l'instant, on ne fait pas d'audit général. Ce qu'il faudrait. Donc, si on veut, je ne suis pas opposé. Pour moi, c'est pas un tabou de dire il faut faire des audits des dépenses. C'est d'ailleurs ce que devrait faire tout gouvernement démocratique, à un moment donné, qui serait d'auditer la manière dont l'État dépense son argent. Même chose pour les dépenses au niveau des régions. Les fonctionnaires d'État se sont réduits. En réalité, quand on dit la France a trop de fonctionnaires, ben en fait, on a moins de fonctionnaires d'État qu'un pays comme l'Allemagne, mais on a ce qui a augmenté en réalité, ce sont les fonctionnaires régionaux, c'est la fonction publique territoriale. Bon, là aussi, il va falloir faire globalement un audit. Bien.
Mais sérieusement, le résultat de cet audit ne pourrait pas être supérieur à une réduction de 10 à 15 milliards dans l'année. Alors, peut-être que l'année prochaine, on pourrait faire plus, mais bon. Mais on voit bien que dans l'instantané, on ne pourrait pas réduire cela de plus de 10 à 15 milliards. Et donc, on reste très en deçà des... alors, Macron a dit 43 milliards et demi. En réalité, on est plus proche de 56 milliards. Et moi, je vais te dire une chose. Moi, c'est un pari que je prends. Je peux me tromper, mais c'est un pari que je prends. Les dépenses dans le budget 2026 ne seront réduites, à mon avis, que de 10 à 15 milliards. Mais comme il y a à la fois l'effet de l'inflation et l'effet de la très légère croissance que nous avons, nous sommes autour de 0,5% de croissance, bon, ça fera l'équivalent en termes 2025 de 20 milliards d'économies. Bien. Je ne pense pas qu'on pourra aller au-delà. Bien entendu, si le gouvernement de François Bayrou n'est pas renversé à la rentrée. Bien. Ce qui est une autre possibilité, mais je pense que l'idée que, d'une certaine manière, un renversement du gouvernement ne serait pas une solution, parce qu'il n'y aurait pas de politique alternative réellement mise en place, va probablement s'imposer. Bon, donc voilà, c'est ça la réalité de la situation. Donc je pense qu'au mieux, nous aurons un déficit public de l'ordre de 4,5%, puisqu'on est aujourd'hui plutôt sur une pente de 5,5%, voire un peu plus. Hein. Bon. Et puis après, tout dépendra de la croissance française, parce que quand il y a de la croissance, il y a plus d'impôts. Et oui, à travers la TVA, il y a plus d'impôts qui rentrent. Bon, si en 2026, on avait une croissance de 1,5%, ça réglerait une partie des problèmes. Si au contraire, et il faut se rappeler que le budget pour 2025, il a été calculé sur une hypothèse de croissance de 0,9% et qu'on est actuellement à 0,5%. Hein, bon. Et si se reproduit la même histoire pour 2026, c'est-à-dire que le gouvernement fait, disons, un projet de budget sur 0,5, 0,6%, puis qu'on se retrouve à 0%, voire à moins 0,1, moins 0,2 en 2026, eh bien, on retrouvera encore un déficit budgétaire important et on se retrouvera encore autour de 5, 5,5% de déficit. Donc, c'est ça, je dirais, le cadre comptable qu'on doit avoir dans la tête si on ne fait rien. Et je répète, la seule manière d'en sortir, que ce soit pour les questions budgétaires, que ce soit pour la question de la croissance du PIB, que ce soit pour provoquer un choc d'offres et un choc de demande, mais qui ramènerait vers l'emploi une partie des 7,5% de la population active qui sont actuellement au chômage. Bon, pour cela, la seule chose qui est possible, c'est une sortie de l'euro. Alors, d'autres mécanismes doivent venir épauler cela, mais c'est en tous les cas la mesure principale qu'il faudrait prendre. Eh bien, voilà qui est révolutionnaire pour cette période estivale. Et tu as raison, les révoltes fiscales ont été nombreuses en France, et il y en a eu une en 1789. Hein. Tout à fait. Au départ, c'est ça. Au départ, c'est ça. Et puis ceux qui n'étaient pas les oligarques de l'époque, mais la grande noblesse, ayant refusé toute réforme fiscale, oui. ça lui en coûta fort cher. Bon, bah, voilà pour la France, un sujet très très important. On reviendra vers toi, Jacques, pour analyser ce qui va se passer. Effectivement, on peut avoir des surprises dès septembre en termes de révolte fiscale. À l'international aussi, ça bouge énormément. Alors, je ne sais pas si on va réussir à tout aborder, car c'est assez massif, mais
Allons dans la zone que tu connais très bien, que je connais très bien, qui est l'ancien espace soviétique, la Russie, et la guerre en Ukraine, qui a une incidence considérable sur nos vies et celles des Européens. Pokrovsk est en train de tomber sur le front. Alors, Pokrovsk, qui s'appelle Krasnoarmeysk Oui. chez les Russes, qui veut dire la ville de l'armée rouge. Oui. Simple. Bon, il y a des combats dans la ville. Pour ceux qui suivent, ça fait déjà une semaine que les forces spéciales et des unités de sabotage et de reconnaissance entrent dans Pokrovsk. C'est un peu un autre Verdun, un autre Bakhmut, une autre ville forteresse, la dernière d'ailleurs, quasiment. À côté, il y a la ville de Kramatorsk, qui elle aussi est quasiment encerclée. Les troupes russes se dirigent vers Soumy. On a une offensive forte depuis plusieurs semaines, qui ici, dans nos médias, est dénigrée, comme souvent, alors qu'elle a des effets réels. Et en même temps, ça semble très mal se passer à Kiev. Comment tu vois la situation en général? Ça semble mal se passer à Kiev pour Zelensky. Pour Zelensky, oui. Il a supprimé une agence, réduit les capacités d'action de corruption. Il y a des manifestations assez fortes contre lui. Comment tu vois la situation et où tu penses que tout ça se dirige? Alors, pour la situation militaire, on a maintenant des signaux extrêmement clairs que l'armée ukrainienne est en train de craquer par manque d'effectifs. C'est clairement un manque d'effectifs. Et ce manque d'effectifs s'explique à la fois par le nombre de tués, je vais y revenir, s'explique par les difficultés de recrutement, le fait que l'armée ukrainienne soit obligée de revenir aux vieilles méthodes de la presse, ce qu'on appelait, c'est en fait l'enrôlement forcé de gens, la presse qui existait dans l'armée de l'Ancien Régime, et en particulier dans la marine. Bon. Et puis, ce qu'on oublie de dire, c'est le problème des désertions. Il y a actuellement pratiquement 300 000 déserteurs en Ukraine. Ça représente les 2/3 de l'armée existante de l'Ukraine. Alors, comme les unités ukrainiennes n'ont plus assez d'effectifs, elles n'arrivent pas à tenir le front. Donc, on a parlé de Pokrovsk, je vais y revenir aussi, mais il n'y a pas que ça. L'armée russe est en train d'avancer le long du Dniepr vers Zaporijia. Donc là aussi, le front est en train de craquer. On en parle peu, mais ça bouge là-bas aussi. Tout à fait. Et alors surtout, ce qui se passe à Pokrovsk, alors pour les auditeurs, Pokrovsk, c'est une des dernières villes fortifiées de ce qu'on appelait la ceinture de fer du Donbass. Face aux deux républiques séparatistes, la DNR et la LNR, les Ukrainiens avaient construit de 2015 à 2021 toute une série de villes forteresses. Bon. Et Pokrovsk est une des dernières. Or, l'armée russe a avancé vers l'ouest, que ce soit au sud de Pokrovsk ou au nord de Pokrovsk, est actuellement en mesure de menacer les axes de ravitaillement de Pokrovsk, et elle est rentrée en petites unités dans Pokrovsk. D'ailleurs, je signale que c'est une tactique qui semble s'être inspirée de ce qu'avait fait l'armée du Nord-Vietnam au Vietnam de 1968 à 1975. Cette tactique d'infiltrer dans une ville que l'on veut prendre, alors soit pour la tenir complètement, soit pour faire un coup politique, des unités de sapeurs d'assaut. C'est ça, là, en réalité, ce qu'on appelle les troupes de reconnaissance, ce sont des sapeurs d'assaut. C'est des troupes du génie d'assaut. C'est ce qu'avait fait l'armée du Nord-Vietnam à Saigon en 1968. C'est ce qu'elle a fait à An Loc fin 1974, début 1975. Et c'est surtout ce qu'elle a fait pour la prise de Ban Methiot dans les hauts plateaux en mars 1975,
Et la prise de Ban Netuot provoque l'éclatement de l'armée du Sud-Vietnam, et c'est le début de l'effondrement complet de l'armée sud-vietnamienne. Bien. Donc c'est important. Alors, il faut rappeler que dans la doctrine militaire russe, on ne cherche pas à encercler pour encercler, on cherche en fait à tronçonner le dispositif adverse. Et c'est très clairement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les forces russes sont en train de tronçonner le dispositif ukrainien, alors que ce soit au niveau de Pokrovsk, au sud et au nord de Pokrovsk, que ce soit au niveau de Kramatorsk, même chose. Maintenant, les troupes russes ont des positions qui sont à l'ouest de Kramatorsk. Et puis même Pokrovsk, Kramatorsk, pour ceux qui suivent de près, ceux qui voient, c'est pas loin sur la carte. Pour l'état-major ukrainien, ça va être compliqué de décider où envoyer des renforts. Est-ce que c'est à Pokrovsk, c'est à Kramatorsk? Pour l'instant, c'est dur. Oui, ils ont décidé pour l'instant de mettre les meilleures troupes qu'ils avaient en partie à Soumy et en partie à Pokrovsk. Et c'est aussi un point important, il faut toujours rappeler que dans la phase de la guerre d'attrition, et on est à peu près vers la fin de cette phase, mais dans la phase de la guerre d'attrition, l'essentiel n'est pas de prendre du territoire, mais c'est de tuer et de détruire plus de matériel ennemi qu'il ne peut en reconstituer. Et on voit bien que ça a fonctionné de manière terrible par rapport à l'Ukraine, puisque aujourd'hui, entre le nombre de morts ukrainiens, qui est estimé par des ONG, alors c'est compliqué, ils ont fait des études à travers des photos satellitaires fournies par la NASA et par l'Agence européenne spatiale, sur l'agrandissement des cimetières militaires ou des carrés militaires dans les cimetières depuis le début de la guerre. Et ils arrivent à une estimation de l'ordre de 450 à 600 000 morts. C'est considérable. C'est considérable parce que dans le même temps, les études qui sont faites sur les pertes russes, les études faites d'ailleurs par des ONG qui sont pas du tout favorables à la Russie, qui sont très critiques par rapport à la Russie, comme Mediazona, eh bien, elles montent autour de 150 000 morts. Donc, ce qui veut dire que les Ukrainiens auraient eu à peu près 3 fois plus, peut-être 4 fois plus, on ne sait pas, de morts que la Russie. Bon. Mais surtout, par rapport au cimetière, parce qu'on a aussi tous les corps qui ne sont pas récupérés, puisque les Russes avancent et que la guerre coûte très cher. Tout à fait, tout à fait. On a vu avec les tableaux de retour des cadavres. Oui, tout à fait, tout à fait. Extrêmement faible côté ukrainien. Mais ça, c'était normal. Côté russe. Mais ça, c'était normal, puisque l'armée russe était à l'offensive. Donc, regardez la taille des cimetières, c'est quand même intéressant, parce que ça donne une idée. Je ne dis pas que ce sont des chiffres qui soient sûrs à 100%, mais ça donne une idée du niveau des pertes. Bon. Et puis surtout, le matériel. Il n'y a pratiquement plus un char Abrams en état en Ukraine. Les 2/3 des léopards qui ont été cédés à l'Ukraine ont été détruits. Les ex-chars soviétiques que possédait l'Ukraine sont largement détruits. Donc en fait, on voit bien que la logique de l'attrition a bien fonctionné. Les Russes sont capables de détruire du matériel et de tuer des hommes plus vite et dans des quantités bien plus importantes que ce que peuvent reconstituer les Ukrainiens. Et ça va amener à un moment donné à un effondrement de l'armée ukrainienne. Alors, soit parce qu'elle deviendra tellement mince, c'est le rideau de troupes et le rideau d'opérateurs de drones, parce que les Russes mènent une chasse absolument sans pitié aux opérateurs de drones. Dès qu'ils repèrent un endroit qui pourrait servir aux opérateurs de drones, ils lancent dessus les fameuses bombes guidées de 500 ou de 1000 kilos
pour détruire les cachettes. Bon. Donc, soit l'armée ukrainienne sera réduite à un simple rideau qu'un coup un petit peu violent à un endroit peut percer, soit, et c'est plutôt cela qui est en train de se passer, me semble-t-il, parce qu'elle a concentré ses unités sur certains points, eh bien, elle ouvre des espaces de manœuvre aux forces russes. Et j'étais assez impressionné de voir que maintenant, les forces russes avancent d'environ 30 km² par jour, ce qui est le double de ce qu'ils avançaient le mois dernier. Donc fin juillet, ils avancent au double de ce qu'ils avançaient fin juin. Et ça veut dire très, très clairement que il y a des ouvertures sur le front et que les Russes les exploitent assez systématiquement. Bon, donc ça c'est sur le plan militaire. Après, sur le plan politique, Zelensky a fait une énorme bêtise qui a été de s'attaquer aux deux organismes anticorruption. Ça provoque l'équivalent du mouvement Maïdan. Oui, ça d'accord, mais même quand il y a des raisons, c'est pas pour autant qu'il faut faire les choses si on voit que ça te coûte plus cher que ce que ça peut te rapporter. Bien. Et donc là, il est en présence d'un mouvement de type Maïdan, qui d'ailleurs, comme le mouvement Maïdan, et c'est ça qui est très intéressant, au départ a été spontané. Alors, au départ, ce sont des militaires qui étaient sur le front, des militaires ukrainiens, qui ont appelé leurs proches à se mobiliser contre la mesure de Zelensky, en disant « mais nous, on ne se bat pas contre les Russes pour se retrouver dans un pays complètement corrompu, etc. » Bon. Et donc, d'ailleurs, c'est impressionnant. Les photos des premières manifestations, on voit essentiellement des femmes et des enfants. On ne voit pas d'hommes. Bon. Et puis, la nuit dernière, dans la nuit de jeudi 24 à vendredi 25, on a vu arriver des hommes avec du matériel de propagande bien fait, parce que les premières manifestations qui étaient déjà très très nombreuses, les gens ils écrivaient des slogans sur des morceaux de carton. Bon. Et là par contre on voit il y a un matériel de propagande qui est très bien fait, etc. Et ce qui pose un problème, parce que l'arrivée de ces hommes, dont certains sont masqués, ce matériel de propagande... Oui, ça veut dire que c'est en train, le mouvement anti-protestation est en train d'être repris par quelqu'un d'autre. Ajoutons à cela le fait que dans la presse anglo-saxonne, on est en train de lâcher Zelensky. Il y a eu un article dans le Financial Times qui était absolument dévastateur pour Zelensky, mais dans d'autres journaux, on voit se multiplier les critiques très 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 dures pour Zelensky. Et donc, Zelensky risque d'être confronté à la situation la plus dangereuse, qui est celle d'une critique à l'intérieur de l'Ukraine et d'une défaite rampante sur le front. La combinaison des deux est tout à fait dévastatrice. Sauf que, admettons que les gens d'Azov cherchent à refaire ce qu'ils ont fait en 2013-2014, c'est-à-dire à capturer le mouvement anticorruption pour leur fin. Bon, ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font de plus que fait Zelensky ? Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, en réalité, je pense que la chute possible de Zelensky va ouvrir une période de très grandes difficultés politiques en Ukraine, parce qu'on aura les gens d'Azov, donc l'extrême droite nationaliste, qui est en partie proto-nazi. Bon, on aura d'autres gens qui s'opposent à Zelensky, mais pour des raisons d'intérêt tout à fait personnel. Je pense à Madame Yulia Tymoshenko,
qui a fait alors elle c'est fantastique, elle a fait un grand discours à la Rada en expliquant que les organismes de lutte contre la corruption, c'était des armes de l'impérialisme américain et européen en Ukraine. Alors, quand on sait à quel point l'Ukraine dépend en réalité de l'aide américaine et de l'aide européenne, c'est assez surréaliste. Bon. Et puis, il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours des partis des russophones, partis des régions, etc., et qui peuvent à un moment donné dire nous sommes peut-être les mieux placés politiquement pour une négociation de paix avec la Russie. Or, le problème, c'est que plus le chaos interne va monter, et plus ça risque de démoraliser ce qui reste de l'armée, et surtout de faire dire aux Russes, mais attendez, avec qui allons-nous négocier? Est-ce qu'on va négocier avec Zelensky, alors qu'il est maintenant ouvertement contesté? Est-ce qu'on va négocier avec les gens d'Azov? Il faudrait d'abord qu'ils disent qu'ils sont prêts à négocier. Avec qui voulez-vous qu'on négocie maintenant? Donc, c'est une situation qui commence à sentir très mauvais. Et d'une certaine manière, bon, excuse-moi, c'est un peu mon dada, la comparaison entre la fin du Sud-Vietnam, la victoire du Nord-Vietnam et la situation actuelle, mais je pense que c'est une comparaison qui n'est pas sans intérêt, tant militairement que politiquement. Les Américains avaient cherché à faire partir Thieu, le général Thieu, le président Thieu, et à le remplacer par le général Min, qui était censé représenter une troisième force. Le problème, c'est que ça s'est fait dans une telle confusion, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. À la fin, en avril, Thieu accepte de démissionner, de remettre ses pouvoirs au général Min, qui était d'ailleurs en contact avec le Viet Cong et avec le Nord-Vietnam via des postes de radio qu'opéraient ses partisans. Bon, ça a été su après, bon. Le renseignement sud-vietnamien le savait d'ailleurs à l'époque, mais Min, il a tenu 3 jours, parce que l'armée s'est complètement défaite, et il n'a pas pu négocier parce qu'il ne lui restait plus rien à négocier, d'une certaine manière. Et donc, je pense qu'on est en train, doucement, d'aller vers un scénario de ce type, parce que toutes les déclarations de Trump sur « oui, je vais aider à nouveau l'Ukraine », Trump a été parfaitement hypocrite, parce qu'il sait quelle est la situation de l'armée américaine, il sait que les États-Unis n'ont plus de réserves dans les dépôts, et il sait que les pays européens ont déjà donné tellement d'armes à l'Ukraine qu'ils ne peuvent plus en donner dans l'immédiat plus. Les dirigeants allemands eux-mêmes ont reconnu qu'ils ne pourraient transférer à l'Ukraine une batterie de missiles patriotes qu'au mois d'avril 2026. Donc, voilà où on en est. Donc, c'était d'ailleurs la même chose au Vietnam. Au Vietnam, les Américains avaient, dans les derniers mois, largement réduit leur aide logistique à l'armée du Sud-Vietnam. Et à la fin, l'armée du Sud-Vietnam n'avait plus de munitions, n'avait plus de soutien aérien, parce que même si on lui avait filé énormément d'avions, l'aviation du Sud-Vietnam, c'était à peu près 450 avions de combat. Il y en avait peut-être 15% ou 20% en état de vol, et les autres ne pouvaient pas être réparés parce qu'il n'y avait pas de pièces de rechange. Bon. Donc, on est en train vraiment d'être dans ce type de situation, ce qui fait que, oui, pour l'instant, on peut toujours dire, mais bon, écoutez, les Russes, même s'ils avancent de 1200 km² dans le mois et pas de 600 comme au mois de juin, 1200 km², c'est très lent. Oui, c'est vrai, c'est très lent. Sauf que, qui peut dire avec certitude que ça va durer longtemps
et qu'à un moment donné, il n'y aura pas un effondrement, il n'y aura pas une rupture du front, que ce soit parce que le front est trop étendu ou que ce soit parce que les Ukrainiens sont obligés de laisser maintenant des troupes dans le front face aux Russes, par lesquels l'armée russe va s'engouffrer, et à ce moment-là, ça va provoquer un effondrement complet d'une armée qui, aujourd'hui, a toutes les raisons pour ne plus avoir le moral. Merci de rappeler ce qu'est une guerre d'attrition. C'est souvent mal compris, en tout cas visiblement par aucun de nos généraux de plateau, ni des journalistes qui sont sur le plateau télé, et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Alors peut-être que le rôle du général Mine sera joué par le général Zaloujny. Oui, tout à fait, c'était à lui que je pensais, effectivement. On entend quand même beaucoup son nom, beaucoup d'articles, tout ça se prépare toujours de ce genre de manière. Tu l'as évoqué, et je te propose une hypothèse de travail. Tu me diras si ça semble fou, mais il y a eu plusieurs échanges, dont un échange important entre Vladimir Poutine et Donald Trump, dans un contexte où Donald Trump a une pression très 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 forte, y compris de ses soutiens politiques au Sénat et au Congrès des États-Unis, pour soutenir à l'infini l'Ukraine et envoyer des armes. Et il a fait des déclarations tonitruantes qui, cette fois-ci, pourraient être réellement un écran de fumée, puisqu'il a dit oui, j'aurai beaucoup d'armes. Bon, tu l'as dit, on entend ici 10 missiles patriotes par là. Là, il a accordé aujourd'hui pour 180 millions de livraisons d'armes, mais sur ce qui a déjà été voté sous Biden, tout ça est assez faible. Et puis il dit, et on fera les sanctions un peu délirantes proposées par le Sénat, c'est-à-dire par M. Blumenthal et le sénateur de Caroline du Sud. Lindsey Graham. L'inénarrable Lindsey Graham. Sur ceux qui achèteraient du pétrole à la Russie, mais dans 50 jours. Tu as parlé d'efficacité renouvelée des manifestants Maïdan qui ont été, ceux qui étaient là spontanément ont été par un prompt renfort se sont retrouvés 3000 au port avec du matériel de campagne de propagande efficace. Est-ce qu'on ne serait pas effectivement dans un changement de régime dans un contexte de chaos où Donald Trump pourrait dire « Oh, ils ont fait n'importe quoi, puis maintenant ce sont des sortes d'extrémistes néo-nazis qui ont pris le pouvoir, je m'en lave les mains, ils n'avaient qu'à nous écouter. » Et d'avoir en fait passé cet accord avec Vladimir Poutine en lui disant « Tu as 50 jours pour finir le job et qu'on sorte de cette situation. » Oui, c'est tout à fait possible. Il est tout à fait possible et qu'ils disent par ailleurs « Oui, ce que j'ai dit, ça ne valait que pour M. Zelensky, mais M. Zelensky s'est discrédité. Il attaque même des institutions américaines, parce qu'une partie, et c'est vrai, une partie des institutions anticorruption avait été mise en place à la demande des Américains et avec de l'argent américain. Bon, il faut toujours le rappeler. Bon, ben voilà, M. Zelensky est complètement discrédité. Ce qui fait que ce que j'ai dit au début du mois de juillet n'est plus valable. Oui, c'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible. Et par ailleurs, alors il menace de mettre des droits de douane importants contre les pays qui achètent du pétrole russe. Ils ont déjà cédé face aux Chinois. Face à l'Inde, et on sait que les États-Unis sont un gros importateur de produits indiens, en particulier de produits pharmaceutiques indiens, ça n'a pas de sens. Je suis prêt à parier qu'ils ne le feront pas. Ils ne le feront jamais. Donc, en réalité, on est en fait dans une situation, tu sais, c'est comme dans les films où il y a toujours un petit peu l'excité qui dit « retenez-moi, retenez-moi, retenez-moi ou je fais un malheur » et qui est très content que tout le monde le retienne. Bon, voilà, on est dans ce type de situation. Aujourd'hui, il est clair que les armes ne pourraient arriver en Ukraine, les armes efficaces ne pourraient arriver en Ukraine que vers le printemps 2026, bien, que l'armée ukrainienne
est en train de céder, qu'il y a des incertitudes politiques de plus en plus importantes autour de Zelensky, et donc effectivement, on peut penser qu'une partie du discours de Trump, c'est uniquement pour pouvoir à un moment donné se laver les mains avec le plus de dignité possible. De dire par exemple, oui, j'étais prêt, l'Amérique a des valeurs, j'étais prêt à soutenir l'Ukraine tant qu'elle respectait les valeurs des États-Unis. Si maintenant c'est un immense chaos, il y a que des corrompus en Ukraine, parce que je suis sûr que après les articles qui sont sortis depuis le 20 juillet, je suis persuadé qu'il va y avoir d'autres articles qui vont pointer la corruption des proches de Zelensky, puis après on va remonter jusqu'à Zelensky lui-même, etc. Donc ce qui permettra à Trump de dire écoutez, cette histoire est pourrie, de toutes les manières c'était pas ma guerre, c'était la guerre de Sleepy Joe de Biden, et donc voilà, nous ne ferons plus rien. Oui, c'est assez cousu de fil blanc, c'est terrible. Tout à fait. Je rappelle que c'est exactement ce qui s'était passé pour le Vietnam, où, comme par hasard, la presse américaine avait découvert à la fin de 1974 que le gouvernement de Thieu était tyrannique, qu'il était corrompu, qu'il ne représentait en rien les valeurs de la liberté. Ce qu'on savait déjà depuis de nombreuses années, en fait. Mais comme ça, ils ont découvert ça brutalement vers la fin de 1974. Et d'ailleurs, ça a été un des arguments pour bloquer tout envoi d'aide supplémentaire. Donc, voilà, on est vraiment... Enfin, moi qui ai vécu, qui était déjà un jeune adulte en 74-75, j'ai une immense impression de déjà-vu, comme on dit en psychanalyse, par rapport à la situation ukrainienne, et je me dis, mais qu'est-ce que ça commence à ressembler à ce qui s'est passé au Vietnam aujourd'hui? Oui, 1984 dans le texte. Il y en a 2 ou 3 qui étaient dans cette situation, certains Saddam Hussein par exemple. Ouais. On était un bon copain, puis tout à coup, c'était plus bien. Alors par contre, l'Union européenne et surtout Madame von der Leyen et Madame Kaja Kallas ont l'air de vivre dans un monde parallèle, dans un univers virtuel, alternatif, puisque eux sont contents d'avoir lancé un 18e paquet de sanctions qui, j'ai vérifié, quasiment à la virgule près, est comme le 17e, le 14e, le 9e, le 7e, le 3e. Ce est le plus fort qui ait jamais été pris. Donc déjà, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas pris avant, puisqu'ils voulaient contraindre la Russie. Et que là, bien évidemment, tout cela va entraîner l'effondrement de l'économie russe. Mais tu nous apprends ce jour que la Banque centrale de Russie, elle, baisse son taux directeur de 20% à 18%. Tu nous avais ici, je crois que ça, évoqué ce sujet qui était un des problèmes de la Banque centrale, avec un taux de directeur trop fort. Et que ils t'ont écouté, non, on pourrait dire. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ce 18e paquet de sanctions et que signifie pour l'économie russe le fait qu'ils t'aient écouté? Peut-être qu'ils ont écouté Fréquence Populaire. Oui, je pense qu'ils ont plutôt écouté le conseiller de Vladimir Poutine, Mikhail Oreshkin et d'autres personnes. On en avait parlé avec toi. J'ai pas réussi à l'interviewer à Rio parce qu'il représentait Poutine à Rio. Bon, pour ceux qui observent, ça veut dire quelque chose. Maintenant, il est chef du cabinet. Oui. Et j'ai pu demander s'il voulait bien faire l'interview. Il ne pouvait pas, mais je lui ai dit que voilà, on avait discuté de sa proposition avec Jacques Sapir. Ah, bien, c'est très bien. J'aime beaucoup Jacques Sapir. Écoute, très clairement, le 18e paquet
n'aura pas d'effet à moyen et à long terme. Il peut avoir un effet parce qu'il y a quelques nouvelles mesures. Il faudra que les Russes s'adaptent à ces nouvelles mesures, trouvent d'autres méthodes de contournement. Donc, ça peut déstabiliser un petit peu le marché du pétrole pendant 2 semaines, peut-être 3 semaines. Mais après, on va revenir au statu quo ante très clairement. Donc, ça, c'est le premier point. Après, sur ce qui se passe sur les taux directeurs de la Banque centrale, alors, même si Madame Nabiulina dit ah oui, mais c'est parce que l'inflation baisse. Oui, elle baisse, mais elle baisse déjà depuis 2-3 mois et elle baisse en fait assez peu. Hein. On est passé de 10,1% à 9,4%. Oui, bien sûr, c'est une baisse, hein, ça c'est clair, mais bon, est-ce que ça pouvait justifier une diminution de 2 points, puisqu'ils sont passés de 20% à 18% pour le taux directeur? Je ne crois pas. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu des pressions politiques sur la Banque centrale, et que la Banque centrale, évidemment, est très réceptive à ces pressions politiques. Que Oreshkin, alors, c'est pas passé directement par lui, j'en suis sûr, c'est passé par d'autres personnes. On dit aux gens de la Banque centrale, écoutez, il y a un risque, non pas de récession, mais de stagnation complète dans l'économie, on ne peut pas se le permettre, donc vous allez baisser vos taux. Et c'est exactement ce que j'avais indiqué. Je t'avais dit que les taux seraient baissés d'environ 2 points au mois de juillet. C'est très exactement ce qui s'est passé. C'est très exactement ce qui s'est passé. Prévisionniste, et c'est toujours très utile de t'écouter. En général, ça se passe. Meilleur, j'en sais rien, mais là c'est toi qui tu as arrêté ta vie. Tu aurais pu faire un excellent astrologue et oui, tout à fait. Prévenir les uns et des autres. Tout à fait, tout à fait. Donc je pense que au mois de septembre, ils vont rebaisser de 2 points. Bon, ça va tomber à 16%. À moins qu'il ne baisse que d'1 point et qu'il baisse de 2 points au mois d'octobre. Voilà, je pense qu'il y a encore 3 points de baisse qui sont programmés, au minimum, de manière à ramener le taux directeur autour de 15% en fin d'année. Oui, donc c'est en cours. C'est en cours. Alors, soit ils rebaisseront de 2 points, puis d'1 point pour le mois d'octobre ou le mois de novembre. Bon, mais d'ailleurs, si la situation économique l'exigeait, je pense qu'il pourrait baisser le taux directeur, non pas de 3 points, mais de 5 points. Voilà. Sauf que, comme les données du mois de juin pour l'économie russe montrent une petite amélioration par rapport au mois de mai, je ne pense pas que ça sera nécessaire. Et je pense simplement qu'on va se contenter de ces 3 points de baisse, en 2 étapes, hein, et qu'on arrivera à la fin de l'année avec un taux directeur autour de 15%. La seule incertitude que j'ai, c'est est-ce que les pressions des industriels, parce que très clairement, hein, les industriels, alors, ils vont pas faire des pressions ouvertement en parlant, mais Oreshkin et même Poutine reçoit les principaux industriels tous les mois. Oreshkin le fait même un peu plus souvent, il le fait à peu près tous les 15 jours, Vladimir Poutine le fait tous les mois, et s'il y a un discours commun qui est tenu par les industriels, qui leur dit « Monsieur le Président, non, il faut baisser plus les taux d'intérêt », je suis persuadé que Poutine le fera, parce que, à la différence de nos dirigeants à nous, c'est pas un idéologue, c'est un pragmatique. Et que quand il voit que de manière pragmatique, il faut peut-être donner un coup de pouce à l'économie, si c'est nécessaire, je pense qu'il le fera. Donc voilà, je répète mes prévisions, donc dans ma boule de cristal, c'est une baisse de 3 points normalement, mais si la situation économique l'exige, on pourrait aller plus loin et on pourrait aller vers 5 points de baisse. Donc on devrait être normalement autour de 15% pour les taux directeurs à la fin de l'année.
Sauf si la situation exigeait qu'on en fasse un petit peu plus, je dirais 13% qui est pour moi l'hypothèse maximale. Très intéressant. On pourra encore vérifier si ces prévisions se réalisent. Écoute, Jacques, on avait peut-être un programme un peu trop ambitieux. Je souhaitais parler avec toi de la guerre commerciale avec les BRICS, mais peut-être si tu peux nous accorder une interview durant le mois d'août, de là où tu seras. Certes. Pour reprendre, parce que ça va continuer et que c'est un sujet à part entière très intéressant, je pense, parce que contrairement à certains de nos éditorialistes, Donald Trump et l'administration Washington se sont rendus compte qu'il se passe quelque chose du côté des BRICS et ils n'en sont pas du tout contents. Mais si tu veux bien, on fera ça une autre fois. Oui, tout à fait. Pour prendre le temps, c'était très dense et extrêmement intéressant. Encore une fois, merci beaucoup, Jacques. C'est moi qui te remercie. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, si vous avez aimé et que par hasard vous avez oublié de liker, eh bien n'oubliez pas de liker, d'aimer cette vidéo, de la commenter si ce n'est déjà fait, de la partager, de la faire tourner autour de vous, et puis de vous abonner eh bien, sur notre chaîne YouTube, TikTok, Telegram. Voilà. Je vous remercie tous et à très bientôt. Et bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'avoir des vacances en ce mois de juillet et bientôt mois d'août. Merci.